chef de l'État bouge? Alors, je pense qu'il n'y a pas de prise de parole parce qu'aujourd'hui, il y a la vie d'un homme qui est en jeu, qui est Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien. Il a donc la nationalité française. C'est un ami, je l'ai dit, 48 heures avant qu'il ne soit arrêté injustement en Algérie. Nous étions en contact pour déterminer le moment où on pourrait déjeuner ou dîner ensemble. Donc ça me touche et je pense que derrière, comment dirais-je, l'attitude du président de la République, il y a la conscience de ne pas nuire à une éventuelle libération de Boualem Sansal. Quelque part, finalement, j'ai la parole beaucoup plus libre. La détection des espions français, l'infiltration commence à l'aéroport par une soirée ordinaire à l'aéroport international Ouari Boumedienne. Nul ne s'attendait à ce qu'une simple surveillance de routine des passagers se transforme en un point de bascule historique, marquant l'une des intrusions les plus graves de la souveraineté nationale algérienne dans l'ère moderne. Bien que les fouilles de sécurité dans les aéroports soient généralement routinières, un agent de police vigilant a su discerner des détails infimes, éveillant ses soupçons à propos de 2 ressortissants français. Les espions, munis de passeports diplomatiques et vêtus d'un uniforme évoquant une mission officielle de l'ambassade de France, ont d'abord inspiré confiance. Pourtant, des comportements incohérents ont rapidement éveillé les soupçons de l'agent. Le contenu de leur bagage ne correspondait pas aux standards des missions diplomatiques traditionnelles, et leur prétendue fonction manquait de clarté. Immédiatement, un rapport fut transmis à la sécurité intérieure. Les éléments décisifs ayant attiré l'attention de l'agent concernaient principalement l'attitude nerveuse et précautionneuse des 2 individus. Alors que l'on attend d'un diplomate un comportement mesuré et posé, ce duo se déplaçait avec une prudence excessive, trahissant des intentions bien éloignées d'une simple mission diplomatique. Enquête sécuritaire, du soupçon à la certitude sous la supervision des services de renseignement algériens, une enquête rigoureuse fut ouverte. Les 2 suspects furent isolés du reste des passagers et des vérifications approfondies furent entreprises. Par chance, ou par excellence du renseignement, des preuves accablantes furent rapidement découvertes. L'identité des 2 hommes fut confirmée à l'aide de technologies de pointe et d'analyse électronique, révélant des contacts directs avec des réseaux d'espionnage étrangers. Forcés de collaborer, les espions révélèrent que leur mission n'avait rien de diplomatique. Ils étaient venus pour collecter des données sensibles sur des zones stratégiques du territoire algérien. Les documents en leur possession contenaient des informations classifiées et compromettantes. L'analyse de leur téléphone portable dévoila des messages codés et des échanges avec des officiers du renseignement français. Il s'agissait d'un véritable projet de recrutement d'agents locaux en Algérie, soulignant l'ampleur de la conspiration. En poursuivant les investigations, les autorités découvrirent que ces agents avaient déjà rencontré des ressortissants algériens à l'étranger, dans l'objectif de créer un réseau d'informateurs au service d'intérêts étrangers. Réaction algérienne décisive, expulsion des espions français face à l'ampleur de l'affaire, l'Algérie a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple violation sécuritaire, mais d'une atteinte directe à sa souveraineté. Le 11 mai 2025, un communiqué officiel annonça l'expulsion immédiate des 2 individus. Cette décision, mûrement réfléchie, visait à réaffirmer la fermeté de l'État algérien dans la défense de ses intérêts. La procédure a bien été suivie. Le détenu était menotté, entravé aux pieds et escorté par 3 surveillants. Mais quand un homme armé les a attaqués sur ce parking, les gardiens n'ont rien pu faire. Logique, estiment les syndicats, pour qui il faut revoir l'organisation de ces escortes médicales. Nous, ce qu'on préconise, c'est de sécuriser justement les accès dans les hôpitaux. Déjà, dans un premier lieu, c'est d'ouvrir les sas des urgences. Parce que déjà, nous, on puisse rentrer dans les sas, qu'on n'ait pas de situation à se promener sur les parkings avec les détenus. Cette évasion depuis un hôpital n'est pas une première. Selon les surveillants, certains détenus demandent de plus en plus souvent une hospitalisation pour des maux bénins,
ce qui augmente les risques. On va commencer par réduire le nombre de sorties des prisons inutiles. Pour vous donner un exemple, un détenu qui a une colique à l'intérieur de la prison, on va l'extraire à l'hôpital pour une visite médicale. On a des services médicaux à l'intérieur, on peut très bien s'en servir. Je pense que la réforme doit être large et doit concerner déjà l'intérieur des prisons. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir soigner les détenus. Hier, un surveillant a été blessé. Ses jours ne sont pas en danger, mais ses collègues craignent un drame si ce genre d'évasion se reproduit. Serré à la prison de Borgo. Et puis, le 31 mai 2001, en fin d'après-midi, les gardiens les ont gentiment raccompagnés jusqu'à la grande porte. Les 3 truands soupçonnés d'appartenir à la bande de la Brise de Mer se sont fait la belle en beauté. À 17h04, 3 faux ordres de libération signés par un juge d'Ajaccio sont envoyés à la prison de Borgo. L'autorité pénitentiaire ne demande pas de confirmation par téléphone au parquet d'Ajaccio. Les 3 hommes sont libérés dans la foulée. La question se pose d'une éventuelle complicité au sein du corps pénitentiaire. Pour les spécialistes, ceux qui ont réalisé ces faux ont nécessairement eu accès au dossier et possédaient apparemment la syntaxe juridique d'une levée d'écrou. Et ce n'est que 5 jours après leur libération, alors que le juge fait une demande d'audition, que la supercherie est découverte. Et le plus invraisemblable dans tout ça, c'est que la justice n'est pas en mesure de leur reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas d'évasion, puisque c'est l'administration elle-même qui leur a ouvert la porte. Les 3 hommes seront donc blanchis. En revanche, ça ne va pas. Les prisonniers, réveillés par l'assaut. Le 12 mars 2003, peu après 4 h du matin, un commando d'une dizaine d'hommes déguisés en policiers attaque à l'explosif et au lance-roquettes la porte de la prison. Une action de guerre, avec mitraillage des miradors et charges explosives, pour défoncer la porte principale. En à peine 10 minutes, Antonio Ferrara est libéré. Le commando, composé d'au moins 6 hommes cagoulés et vêtus de noir, a couvert sa fuite en enflammant des voitures. La première chose que j'ai dit, tiens, c'est la police, parce qu'ils étaient équipés un peu comme les policiers. Bon, après, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. 4 mois après son évasion, il est de nouveau arrêté, les cheveux décolorés et le nez refait.